Bonjour à tout le monde. Les voix des, les voix des podcasts sont pas impénétrables, mais sont drôles. Je suis retombée sur un truc que j'avais dans mes tiroirs qui comportait des petits bonbons. Je ne savais pas du tout ce qu'il y a dedans et ce matin j'ai tiré un arlequin. Je sais pas si je pense que s'il y a des gens peut-être qui sont nés après les années 90, vous savez probablement pas ce que c'est que les arlequins. Peut-être que ceux qui sont nés avant connaissent. En tout cas, c'est des bonbons assez volumineux, ultra chimiques. Je crois qu'il n'y a que des colorants et des agents de saveur, etc. dedans. Mais en tout cas, c'est un bonbon que j'ai découvert en 2001. Je m'en souviens très bien. Et, euh, et c'est... Ah, je peux pas dire que c'est une Madeleine de Proust, parce que quand on connaît la petite histoire de la Madeleine de Proust dans le livre de Proust, étant donné ce dont je m'apprête à parler, c'est pas vraiment une Madeleine de Proust, mais on va dire que ça m'a fait l'arlequin, m'a fait l'effet d'une Madeleine de Proust en réactivant en quelques secondes et en quelques instants une partie de ma vie qui est complètement associée aux arlequins et aux bonbons arlequins. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais avant 2001, les arlequins ne faisaient pas partie de ma vie. Après 2003, ils ont complètement cessé de faire partie de ma vie, en tout cas de manière délibérée. J'ai aucun souvenir d'avoir acheté volontairement des arlequins après 2003. Voilà. Je vais évidemment pas parler des arlequins, c'est que ça me fait beaucoup sourire de voir la façon dont je suis amenée à traiter certains sujets. Et alors, si des gens ne connaissent pas les bonbons arlequins et se disent ah mais peut-être que c'est génial, pas du tout, pas du tout. Ne vous ruez surtout pas sur un paquet de bonbons arlequins. Moi, ça réactive une mémoire de vie, une période de ma vie. Mais vraiment, si je fais l'effort de me concentrer, et non pas de me consacrer, de me concentrer sur les saveurs du bonbon arlequin et d'essayer d'avoir quelque chose d'objectif, vraiment, c'est pas très bon. C'est pas mauvais, mais voilà, après, si vous aimez les goûts ultra chimiques, avec une légère, très légère prépondérance citronnée, un peu piquante, bon, vous allez adorer les arlequins. Si vous n'aimez rien de tout ça, surtout, n'en achetez pas, parce que si en plus les packaging n'ont pas changé, à l'époque, putain, quand t'achetais un paquet d'arlequins, je crois qu'il y en avait genre 300 dedans. Bon, 300, c'est à la marseillaise, mais il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Donc du coup, si t'aimes pas, t'es dégoûté, quoi, d'en avoir acheté 300. Ceci étant dit. Putain, les arlequins, donc cet arlequin-là qui m'a fait l'effet d'une mémoire de Proust ce matin, la période de vie et du coup, en fait, le sujet que là, il faut que j'aborde un peu beaucoup, en tout cas dans le temps que je vais m'impartir, on va dire comme ça. C'est celui des classes préparatoires. On parle des classes préparatoires ou on les laisse dans les non-dits et les tabous et les représentations diverses et variées? Est-ce qu'on les laisse dans l'ombre ou est-ce qu'on fait un peu beaucoup la lumière dessus? Au suspense.
Au suspense, mais j'ai fait le choix de faire, en tout cas de faire la lumière sur, on le dit tout de suite, enfin je le dis tout de suite. Il n'est évidemment pas question de faire la lumière sur les classes préparatoires aux grandes écoles, parce que c'est leur nom technique, pompeux, élitiste. Ouais, c'est pas. Je sais pas si c'est. Ouais, si, on peut dire erroné quand même. Oh, les qualificatifs me manquent. En tout cas, c'est le nom technique. Les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vais pas faire une présentation de tout ce qu'il y a derrière. Il y en a des littéraires, il y en a des scientifiques, il y en a des commerciales, voire commerçantes, mais bon. Oh, allez, ça, je me permets de le rajouter. Ça me fait tellement plaisir. Voilà. Ouais, y a-t-il une classe préparatoire qui ne soit pas un peu commerçante? Ça, ça c'est... je sais pas si c'est bien vrai, mais en tout cas, c'est pas faux. Voilà. Donc, il n'est pas question que je fasse une présentation détaillée. Si vous avez envie de ça, et ben, Internet vous répondra bien suffisamment. Je vais certainement pas me livrer à une analyse critique des classes préparatoires aux grandes écoles. Parce que si on voulait faire ça correctement, ça demanderait un boulot colossal et d'investigation et de recueil de témoignages. Et j'adorerais. Mais j'ai pas le temps. Il y a tellement de choses que j'adorerais faire et qui demandent tellement de temps quand on veut le faire correctement et j'ai pas ce temps-là. Voilà. Ça me rappelle une époque de ma vie où j'étais bien tentée par le journalisme et ça s'est pas fait. Voilà. Et je pense que c'est très bien parce que enfin sur le peu que je connaisse sur le peu que je connais, non, sur le peu que je connaisse, ça fait bizarre, mais c'est français. En tout cas, je sais pas grand-chose sur le milieu du journalisme, mais sur ce que j'ai pu comprendre de comment ça marchait la plupart du temps, c'est un milieu qui m'aurait fait péter des boulons. Voilà, entre l'idée noble et comme ça devrait être dans ma vision des choses, et le journalisme comme il se passe, et comme il se passe de plus en plus, pas partout, mais dans beaucoup trop d'endroits à mon goût, voilà, je me serais heurtée clairement à... Je pense que ma tension artérielle aurait fait trop de pics, beaucoup trop de pics. Voilà. Et ça aurait été dommage. En tout cas, Madame Digression, bonjour. C'est parti pour ça. Ouais, donc du coup, l'idée c'est d'ici et de maintenant, c'est il n'y a toujours pas de, il y a toujours pas de plan défini et je vais suivre les méandres de ma mémoire, voilà, en essayant de garder un semblant de cohérence. Voilà, mais le but de maintenant, c'est pas tant la cohérence, en tout cas la cohérence dans le sens la fidélité à la mémoire que j'ai des choses et à ma mémoire épisodique. C'est vraiment la psycho, on n'a pas eu que des... On n'a pas eu que des poètes et on a probablement manqué de commerciaux, oui, pour les noms trouvés. Les noms trouvés à certaines choses. Mais c'est comme ça.
en tout cas. Euh, ouais, objectif premier et principe premier, c'est la fidélité à ma mémoire de ce que j'ai vécu. Les souvenirs que j'ai, qui sont encore, il n'y a pas de doute, hein, ils sont encore très présents, très prégnants. Enfin, ils sont en excellent état. Voilà. Donc, fidélité à ça. Et évidemment que ça va être subjectif, mais subjectif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'y fier. Voilà, subjectif, ça veut dire que j'apporte une expérience des choses, ce n'est pas la seule. Il n'est pas question d'en tirer des conclusions générales ou des vérités générales. Mais voilà, ma subjectivité fait que j'apporte en contribuant. L'inverse, je contribue en apportant une partie de la vérité. Voilà. Et que si... voilà, ça arrivera peut-être un jour. Hein. Je sais pas, il y aura peut-être l'équivalent d'un espèce de MeToo, classe prépa, quoi. Bon, j'espère que ça se passera pas comme le MeToo qu'on a connu, parce que, bon, comme on dit, il faut bien démarrer, mais il y a des démarrages qui se font quand même un peu trop sur les chapeaux de roue. En tout cas, si un jour, et j'aspire à ce que ce jour-là arrive, mais si un jour chaque ancien étudiant ou chaque ancienne étudiante de classe préparatoire aux grandes écoles a accepté de témoigner de ce qu'il a vécu, de comment il l'a vécu, et dans les classes préparatoires aux grandes écoles, en tout cas en France. Si chaque ancien étudiant ou chaque ancienne étudiante acceptait de témoigner en livrant sa subjectivité et en étant fidèle à ce qu'ils et elles ont vu et vécu, sans rien ajouter, sans rien enlever, juste la fidélité à ce qu'ils ont vécu. Là, on aurait une vérité évidemment protéiforme, mais on aurait accès quand même à une grosse partie de la vérité de ce qui se passe et de ce qui s'est passé en classe préparatoire aux grandes écoles. Et ça, à un moment donné, il va falloir que la société française aille là-dessus. Parce qu'il y a des choses qui peuvent... Il n'est pas bon que ça continue de durer, quoi. Voilà. Ouais, c'est comme dans plein de trucs. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais. Mais, en tout cas, sur la base de mon expérience, la balance a clairement penché du côté du mauvais. Voilà. Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il n'y a pas que pour moi. Voilà. En tout cas, on ne fait pas le procès et on ne fait pas l'éloge. Je ne fais ni le procès ni l'éloge. Mais en tout cas, je serai juste avec ce que j'ai vécu. Ça, c'est sûr. Putain, j'ai presque fini mon arlequin. Ça me donne envie d'aller chercher le deuxième, mais si je fais ça, ça va être une catastrophe. À écouter. Voilà, j'arriverai plus à parler correctement. Est-ce que je voulais dire sur les classes préparatoires aux grandes écoles, en tout cas sur celle dans laquelle je suis allée, que je ne vais pas nommer, que je ne vais pas nommer, je ne vais pas nommer parce que ça peut arriver. Si jamais
si jamais ce témoignage tombait en de mauvaises mains, voilà. En tout cas en des mains qui voudraient faire des sales trucs avec, on va pas aider, quoi. Je ne vais pas aider ça. Donc je ne citerai pas. C'était une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, donc qu'on appelle, je pense encore, qu'on appelait, mais je pense qu'on l'appelle encore, Hippocagne et Cagne. C'est joli, hein. C'est très grec. C'est très très grec. Et si vous ne savez pas, allez regarder l'orthographe, on se dit, mais pourquoi 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 tant de lettres compliquées c'est impressionnant. Mais ça aussi, ça fait partie de la culture. De la culture classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, en tout cas. Hippocagne, ça désigne la première année. Et cagne, ça désigne la deuxième année. Parce que normalement, ce sont des études supérieures, alors post-bac, on va dire ça comme ça, qui ont été... alors pareil, hein, moi ça date des années 2000, donc début des années 2000. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais étant donné le niveau de conservatisme, putain, de ces endroits, je serais extrêmement étonnée. Mais vraiment, je serais extrêmement étonnée que des choses en ces lieux aient profondément évolué. Voilà. Ah non, le niveau de conservatisme, il est dingue. Mais il est dingue aussi un peu au sens premier du terme, quoi. Ah ouais, Bon, en tout cas, à la base, ces études-là sont faites pour durer 2 années, mais ça fait partie des possibles, parce que, en tout cas pour les classes préparatoires, celles que j'ai faites, littéraires, donc Hippocagne et Cagne, c'est censé... oui. C'est censé, il y a du... Voilà. Il y a du... Comment on appelle ça? Il y a du marketing, hein, quand même. Hein, beaucoup. Elles sont censées préparer les élèves qui intègrent leur rang et leur banc, les préparer à des dénommées ainsi grandes écoles, comme éventuellement l'ENA. Bon, mais en général, c'est pas en général, je pense que c'est du registre de l'exception de faire directement, de passer de la classe prépa à l'ENA. La plupart du temps, il y a des trucs entre les deux, genre Sciences Po ou des choses comme ça. Mais je suis en train de chercher le nom de cette école, c'est un autre acronyme, l'ENS. Merci beaucoup, je savais bien que c'était proche. Ouais, voilà, la classe prépa littéraire, sa fonction première, je sais pas si c'est historiquement, ou si c'est culturellement, ou si c'est marketement, mais c'est annoncé ainsi, en tout cas c'était annoncé ainsi. C'était d'intégrer des soi-disant dénommées grandes écoles. J'ai un point de vue légèrement différent sur la question, mais le sujet n'est pas l'ENS, donc ENS, École Normale Supérieure, voilà, qui n'a rien de normal. Et le terme supérieur, pour l'ENS, je pourrais en parler pendant longtemps, je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais m'auto-réguler sur les voies dans lesquelles on irait bien, hein, et on a des choses à dire, mais c'est pas le sujet. Voilà. Donc ce sont des classes qui se font normalement en 2 années. Voilà. Et comme c'est
extrêmement difficile, vraiment, le mot est faible, comme c'est extrêmement difficile d'intégrer l'ENS par exemple, hein, c'est pas la seule soi-disant grande école. Je crois qu'il y a l'école de Chartres. Chartres? Ouais, c'était Chartres. Ulm aussi, putain, je sais plus ce que c'est que cet acronyme. Oh, ça me rajeunit pas du tout ce que je suis en train de faire. Ulm, je ne sais plus du tout le nom de cette école, donc de cette école. C'est pas du tout Ulm comme ULM. Et c'est à Lyon, Ulm. Je sais plus. Bon, en tout cas, bref, peu importe. Ce sont des écoles qui sont tellement difficiles à... Ah, c'est ardu, c'est terrible, vraiment. Le niveau de... Ouais, le niveau de sacrifice au pluriel dans lequel il faut aller, si vraiment on veut les intégrer. Bon, ce qui n'était pas du tout mon cas, fort heureusement. Du coup, ça sauf vraiment exception, c'est assez fréquent que les élèves qui veulent absolument essayer se donner le maximum de chances d'intégrer ces grandes écoles, en fait, redoublent volontairement. C'est-à-dire qu'ils demandent, non mais alors, au cas où, hein, vous n'êtes pas prêt, je vais vous faire rentrer dans un univers, honnêtement, et j'aurai pas le temps de tout raconter. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêt. C'est un univers vraiment où, si au fur et à mesure où je raconte des choses, vous dites, ben non, c'est pas possible. Elle s'est trompée dans sa formulation, elle s'est trompée, c'est pas ça qu'elle a voulu dire, elle a fourché, pas du tout. Pas du tout. C'est un univers dans lequel, je sais pas, il y a une espèce de bulle, les lois de la physique ne sont plus les mêmes, certaines lois du bon sens ne s'appliquent pas aussi, enfin bref. Donc, c'est fréquent que des élèves demandent à redoubler leur deuxième et normalement à la base dernière année. Donc ils demandent à la redoubler pour pouvoir retenter les concours aux soi-disant grandes écoles comme l'ENS, Ulm, Chartres et si les choses ont pas... Enfin normalement c'est principalement celle-là. Donc ils demandent à redoubler. Donc on peut faire 3 ans. Voilà. Et j'ai rencontré, je ne sais pas ce sont devenues ces créatures bipèdes, mais l'année où j'y étais, donc en 2003, j'ai vu, de mes yeux vus, j'ai vu des nanas. Ouais, en 2003, j'ai pas vu de mec faire ça, mais j'ai vu des nanas. Je me souviens encore de la scène avec ma pote de l'époque. On regardait ça, mais avec des yeux effarés, en se disant mais elles sont malades. On les aimait beaucoup, je le dis, mais on regardait ces nanas en se disant mais là par contre, il y a vraiment un truc qui ne va pas dans leur santé mentale et on s'est pas planté. Voilà. Donc on a assisté, du coup j'ai assisté à une scène dans laquelle j'ai vu des nanas donc, qui en étaient à leur deuxième année et qui suppliaient, voilà, vraiment, le mot est juste, qui suppliaient des profs, qui suppliaient la CPE, conseillère principale d'éducation,
il y a des gens qui ne méritent pas leur fonction. Vraiment, dans le sens... ça, c'est un souvenir que j'ai de la CPE, de là où j'étais. Où quand on regarde les gens exercer leur métier, et qu'ensuite on met à côté l'acronyme, conseillère principale d'éducation, on se dit, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Soit l'intitulé du métier n'est pas le bon, et il faut le changer pour sadique, tortionnaire, entre autres. J'exagère à peine, j'exagère un peu, mais vraiment, pas tant que ça, vraiment. Sur l'expérience que j'ai vécue, évidemment, je ne vais pas le redire 15 fois, zéro généralité dans ce que je dis. Je parle de ce que j'ai vécu et donc de gens avec qui j'ai eu tellement cette chance de baigner pendant 2 ans. Voilà. Voilà, donc on s'est dit, bah là, CPE, toi, soit il faut que tu changes l'intitulé de ton métier, tu le renommes, hein, de toute façon, tu fais tout ce que tu veux, tu te considères comme une petite reine, et on te laisse te comporter comme une petite reine, donc soit tu changes l'intitulé de ton acronyme et tu le renommes, tu vois. Soit tu changes de métier, tu vois, mais quelque chose doit changer. Soit toi à cette place, et tu bifurques dans une voie dans laquelle tu vois, je sais pas, c'est l'intitulé du métier, tortionnaire, bourreau. Enfin, elle, du coup, ce serait bourrotte, plutôt, parce que c'était une femme. Mais voilà, ça ne va pas. En tout cas, vous n'êtes pas bien associés, toi et l'intitulé de ton métier. J'en étais où? Voilà, donc des nanas qui ont demandé à tripler leur 2e année. Donc vraiment, c'est-à-dire que les CPGE, c'est quand même, en tout cas l'hypocanicale, moi j'ai fait. Je sais pas, je pense qu'on peut pas s'en rendre compte quand on n'a pas baigné dedans, mais vraiment ces 2 années, l'image qui me vient, c'est pas que tu les passes sous l'eau, c'est qu'en fait c'est comme si on te jetait à la mer et que, mais on te donne pas de, à peine on te donne pas un gilet de sauvetage, quoi, tu vois. À la limite, on te donne une espèce de bouée comme quand on était petit. Les ceintures, quand on allait à la piscine, les ceintures avec des espèces de boudins, je sais pas quoi, de boudins en espèce de polystyrène rectangulaire, les trucs, ça faisait mal, c'était pas adapté. On te ceinturait et ça te faisait flotter un peu, mais pas trop. Enfin bref, voilà, vraiment, j'ai cette image-là, enfin pour moi en tout cas, et vraiment pas que pour moi. Mais bon, il faut que je me tienne quand même à mon expérience. Voilà, c'est comme si on te jette à la mer, on te met cette ceinture avec des petits boudins en espèce de polystyrène. Et on te dit, vas-y, démerde-toi. Et vraiment, on te donne pas, on te dit pas, on te dit, ouais, voilà, t'as pas le choix, il faut que tu tiennes 2 ans, quoi. Et ce qui est faux, hein, mais bon, voilà, je vais pas aller sur les circonstances personnelles dans lesquelles... moi, j'ai été obligée de faire une CPG. Voilà, on m'a pas laissé le choix. Je ne dirais que ça. On m'a juste dit, tu vas faire ça et t'as pas le choix. Et à l'époque, de fait, j'avais pas le choix. Bon, donc j'ai dû les faire. mais putain de 2 années. Donc voilà, c'est comme si on te jetait à la mer avec cette petite bouée ceinturante et on te dit, bah, démerde-toi, tu dois tenir pendant 2 années. Et du coup, tu te retrouves dans une mer qui est très agitée. Tu te prends des vagues dans la gueule, des fois tu bois la tasse et tu nages pour rester, vraiment te maintenir la tête hors de l'eau en sachant que tu vas te prendre à nouveau des vagues et que à nouveau tu vas boire la tasse et que de toute façon, des fois, il faudra à nouveau remettre la tête au-dessus de l'eau pour à nouveau prendre le maximum de respiration que tu peux parce qu'après tu vas retourner sous l'eau. Et voilà, les 2 années de CPGE, ça a été 2 années de ça.
où tu sais que c'est vraiment, enfin moi, pour moi, ça a été un enfer. Voilà. Et pas que pour moi. Ces 2 années, mais vraiment, enfin, ce que je veux dire par là, c'est pour essayer de vous permettre d'entrevoir que c'est vraiment 2 années pendant lesquelles t'as pas de vie, quoi. C'est-à-dire que tu ouvres les yeux le matin à 6h, 6h30 du mat. Bah, tu te prépares, tu te dépêches, évidemment. Parce que si tu veux prendre ton temps, il faut te lever à 5h du mat. Et donc là, tu meurs. Tu te lèves à 6h30, tu te prépares, tu vas en cours. Ça démarre à 8h. Si t'as pas été complètement maso, t'as pas pris trop d'options, et tu finis à 17h ou 18h. 17h, c'est quand t'as de la chance. En moyenne, c'est 18h. Le cours est terminé à 18h. Tu rentres chez toi. Ben, tu manges un peu, je sais pas, tu te prends une espèce de mini goûter. Ça dure pas plus d'un quart d'heure. Et après, tu te remets et ensuite tu bosses. Et tu bosses jusque quand t'es comme moi, enfin quand t'étais comme moi à l'époque, et que moi j'appuyais grave sur la pédale de frein parce que j'y allais, j'allais contrainte et forcée. Mais je devais y aller quand même. On n'irait pas plus sur le contexte, mais juste. Comment on dit? Oui, je freinais des cas de fer, c'est ça. J'étais rentrée en CPGE en freinant des cas de fer, et pendant mes 2 années, eh ben, j'ai dû trouver un espèce de rythme dans lequel je freinais, mais des deux fers, quoi, parce qu'à un moment donné, quand t'es là-dedans, c'est compliqué de faire les choses à moitié. Moi, j'ai trouvé des façons de pouvoir le faire, mais bon, plutôt, j'ai dû être plus aux 2 tiers qu'à la moitié. En tout cas, quand t'es rentré chez toi, il doit être 18h30 à peu près. Et ben tu te remets à bosser. Et donc quand t'es comme moi et que tu freines des deux fers pendant 2 années, tu bosses mais vraiment tu bosses non-stop. Non-stop, tu bosses de 18h30 jusque, quand t'es comme moi en freinant des deux fers, jusque 11h, 11h30. Et c'est comme ça du lundi au vendredi. Et le week-end, ben, j'avais cours le samedi matin. Est-ce que j'avais cours le samedi matin? Je sais plus. Non, je crois que j'avais pas cours. Non, ça s'arrêtait le vendredi soir. Oui, sinon je serais morte. Et pas que moi. En tout cas, le samedi, eh ben, je rentrais dans... On peut pas appeler ça ma famille, mais je rentrais dans ce qui était... je rentrais dans ma ville de naissance, on va dire ça comme ça. Et le week-end, eh ben, tu bossais. Voilà. Donc le samedi matin, ben, c'était le trajet en train pour rentrer. Et le samedi après-midi, je bossais. Et le dimanche matin, non, je bossais pas. Mais parce que je freinais des deux fers, je le rappelle. Et le dimanche après-midi, bah, tu rebossais. Et ensuite, le dimanche, au train de 18h30, et ben, donc je reprenais le train pour rentrer. Donc sur le lieu de la ville de... J'essaye de pas faire attention à pas lâcher d'infos sur où c'était. Et ben je bossais dans le train. Et j'avais 2 heures de train. Ensuite, et ben, tac, métro, jusque l'appart.
Et donc, du coup, j'arrivais à l'appart, il était genre 20h, 20h30. Je me préparais vite fait un truc à manger. Et je bossais encore jusque 23h30. T'as pas de vie. En tout cas, moi, j'avais pas. Vraiment, là, je vais dire on, parce que clairement, dans ma classe, euh, on n'avait pas de vie, quoi. Je pense que c'est clair. Voilà. La semaine de 6h30 à 23h30, on faisait que bosser. Voilà. La seule vraie pause qu'on avait, c'était le midi pour manger. Moi, je mangeais à la cantine avec, avec 2 amis qui m'ont sauvé la vie, hein, clairement. Putain. Ouais, je pense que c'est, voilà, on a eu une amitié toutes les trois qui nous a, cette amitié-là, elle nous a vraiment, je pense que au moins psychologiquement, elle nous a permis de traverser ces 2 années sans trop de casse. Mm. Bon, en tout cas, le midi, je mangeais avec deux nanas absolument, absolument géniales. Absolument géniales. Et c'était un bonheur parce que vraiment, enfin voilà, on avait. Moi, à cette époque-là, je l'exprimais peu, mais je n'en pensais pas moins. En tout cas, on pouvait vraiment parler franchement de ce qu'on vivait. Et du coup, on se défoulait. Et puis voilà, et on pouvait dire à quel point c'était n'importe quoi, ce qu'on était en train de faire et ce qu'on était en train de vivre, et que ça n'avait pas de sens. Et, euh, et c'était vraiment notre moment de pause, quoi. Où, ouais, psychologiquement, on pouvait se décharger. On mangeait pas bien parce que c'était dégueulasse, la cantine, c'était dégueulasse, mais vraiment, c'était infâme. On était nourris, hein, voilà, vraiment, on était nourris. Mais la qualité, quand je dis la qualité, je parle de la qualité, juste l'équilibre nutritionnel, hein, ça me fait penser à Yacine Bellou. Ah là là, bah oui, non, on mangeait pas du lieu jaune avec, avec des bons petits légumes. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, on était nourris. Mais c'était dégueulasse. Ah, je crois que le summum qui nous est fait, c'est, on nous a servi un jour, c'était des frites. Par-dessus, il y avait du boulgour à la sauce. Putain, comment ça s'appelle cette sauce? J'en mange plus jamais. Depuis que je suis passée végé, comment ça s'appelle? À la sauce bolognaise. Enfin, bolognaise, c'est juste pour vous dire. En vrai, c'était une sauce, pas la vraie, parce que la vraie bolognaise, c'est magistral, c'est hyper bon. Mais là, c'était, voilà, enfin, ça devait être marqué sur la boîte bolognaise, mais c'était une sauce tomate absolument infâme, avec une espèce de hachis de viande. Enfin, donc voilà, ça c'était vraiment. Ils se sont surpassés ce jour-là. Ouais. Base de frites. Oh, grand Dieu! Base de frites, boulgour et bolognaise hachis de viande. Voilà, c'était infâme, infâme. Mais on était nourris. Voilà. Mais juste quand t'es dans une forme d'enfer, peut-être qu'il y a des gens, voilà, hein, qui diraient ah oui, bah, franchement, tu te plains d'aise, non, 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 il faut penser à tous les enfants qui meurent de faim, oui, ben. Ah, t'inquiète. Voilà, juste l'idée, c'est de dire, mais quand tu fais vivre un enfer à des gens, la moindre des choses, tu vois, la moindre des choses, c'est de veiller un tout petit peu à pas trop les casser, y compris au niveau de la santé physique. Et ça passe par l'alimentation. Et non, non, leur faire bouffer des frites avec du boulgour et de la sauce bolognaise, et que le tout fait une forme pyramidale. Non, 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 c'est pas respecter les gens, quoi. Voilà. Donc évidemment qu'on va déplorer ça, évidemment qu'on va le critiquer, et que évidemment que c'est fondé et légitime pour les raisons que je viens de d'énoncer. Voilà, donc l'idée de départ, c'était de dire voilà à quoi ça ressemble une vie
en classe préparatoire littéraire, Hippocagne et Cagne. Donc le niveau de difficulté, bah oui, pour terminer sur ce truc, il y a des nanas, donc j'ai assisté, il y a forcément des mecs à qui c'est arrivé, une fois encore, c'est ce que j'ai vu. Donc j'ai assisté à des nanas qui, le terme technique, parce qu'il y a une langue, hein, il y a une langue en classe préparatoire. Donc le terme technique, c'est, ils appellent ça bicarré. Bi, plus loin, carré. Oh, aïe, aïe. Quand tu demandes à redoubler ta deuxième année, on appelle ça carré. Vraiment, ils inventent des verbes, ils inventent des mots d'une laideur sans nom, mais c'est autre chose. Donc quand tu demandes à redoubler ta deuxième année, on dit que tu carres. C-A-2-R-E-S. Ah, quelle laideur, c'est comme ça. Donc du verbe carré qu'ils ont inventé. Et quand tu demandais à tripler délibérément ta deuxième année, donc à faire 3 deuxièmes années, ça s'appelait bicarré. Voilà, du verbe évidemment bien connu, bicarré, bi comme bi, et carré, c'est A2RER. Voilà, donc c'était complètement normal à l'époque d'entendre des gens qui des fois disaient, ah ben moi je bicarre. Oui, d'accord, bah écoute, oh, c'est parce que j'ai pas de carte d'un psy dans ma poche, mais sinon il faudrait que je t'entende 15 en fait, parce que c'est pas normal de prononcer cette phrase. C'est pas normal de la prononcer comme tu la prononces, dans un état de moitié de détresse, moitié de nervosité, et t'es dans une tension qui est pas normale en fait, meuf. Donc juste, écoute, visiblement tu pourras pas t'en empêcher, donc va jusqu'au bout de ta troisième dernière année, mais quand ce sera fini, défonce la porte d'un ou d'une psy parce que tu vas en avoir grand besoin, quoi. Et c'était des gens, en tout cas en l'occurrence, les personnes auxquelles je fais référence, qui, il faut le dire quand même, qui demandaient comme ça à bicarrer, là, à tripler leur deuxième année, parce que, en l'occurrence, ces nanas n'arrivaient pas, elles ne voulaient pas quitter l'environnement de la classe prépa. Voilà, c'était même pas pour s'acharner à essayer d'intégrer une grande école, pas du tout. Elles n'arrivaient pas à quitter le nid. Quelle horreur! Ça n'avait rien d'un nid, mais pour l'expression, elle n'arrivait pas, c'est un nid d'épines, clairement, mais elle n'arrivait pas à quitter ce nid. Voilà. Donc, je veux dire que psychologiquement, quand tu... c'est dire que tu ne vas pas très bien. quand, quand tu n'arrives pas à quitter un lieu qui, de fait, te fait sacrifier 2 années de ta vie, parce que ce sont 2 années de sacrifice, tu sacrifies énormément de choses. Voilà. Là, forcément, quand tu bosses de 6h30 à 23h30, avec 1 heure ou 1 heure et demie de pause entre les deux, bah, tu sacrifies ta vie, c'est quand même très clair. Et comme je disais, moi je freinais des deux fers, mais j'avais des nanas, ma meilleure amie de l'époque, qui se couchait régulièrement à 2h du mat'. Donc, et pour tenir ce rythme-là, parce qu'on voit bien que physiquement, le corps humain, il ne peut pas tenir ce rythme-là dans la durée, de se coucher à 2h du mat', de se lever à 6h30, de faire la journée, et de se recoucher à 2h du mat', et de se relever à 6h30. Le corps humain ne peut pas, physiologiquement, il ne peut pas tenir. Du coup, eh ben, qu'est-ce que tu fais pour tenir? Eh ben, c'était une pote qui fumait un paquet de clopes par jour, qui carburait au café, et comme c'était pas suffisant, elle, petit à petit, elle s'est mise à carburer au guronzan. Si les gens ne connaissent pas, ben,
Allez voir. Voilà. Ça, clairement, c'est un produit dopant, psychostimulant, etc. avec des effets secondaires graves. Voilà. Elle n'en est pas morte, mais ça l'a quand même bien. Ça l'a quand même bien bousillé, quoi. Voilà. Donc, 2 années de sacrifice, les classes préparatoires aux grandes écoles. 2 années, des fois 3, et quand même, normalement, en tout cas à l'époque, c'était du registre plutôt de l'exception, des fois 4. Moi, donc je sortais de terminale. Je me souviens de ma première journée. Donc on avait été accueillis par des profs. Je sais plus, il y en avait peut-être 3, 4, qu'on était tous assis dans les classes de 30, hyper sages, il n'y avait pas une mouche qui volait. Avec... ouais, ça aussi, la sagesse, c'est un problème. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai... Enfin, la sagesse telle que les adultes la conçoivent vis-à-vis des enfants. Parce qu'il y a une autre forme de sagesse qui, celle-là, n'est pas problématique du tout. En tout cas, on était accueillis donc en classe par 3-4 profs. La première chose qu'ils nous ont dit, ils nous ont regardés avec un grand sourire de satisfaction. Et ils nous ont dit, vous êtes l'élite de la France. Et je me souviens que le premier truc que moi je me suis dit, c'est mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades en fait. Vous êtes des grands malades. On a tous entre 17 et à peu près, on a tous 17-18 ans. On a quand même pas vécu grand chose. Enfin, tu vois, 17-18 ans, évidemment que tu as vécu des choses, mais on n'a quand même pas vécu grand chose. Puisqu'on a passé le plus clair de notre temps de 8h à 17h à l'école et pendant les X dernières années là. Quand on a eu un peu de chance, on a pu faire, je sais pas, 1 ou 2 activités de loisirs, mais ça suffit quoi. On n'a pas vu grand chose de la vie, on n'a rien vécu, en tout cas pas grand chose, on ne sait pas grand chose, on ne sait pas faire grand chose, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et vous venez nous balancer qu'on est l'élite de la France. Il y a un truc qui va pas du tout en fait. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Et puis vous nous mettez là dans une espèce de... Enfin, vous essayez de nous mettre dans un truc de supériorité vis-à-vis d'autres gens, sans vraiment dire qui. Et ça, si vous faites ça le premier jour, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Donc le premier jour de la rentrée des classes, on vous annonce que vous êtes l'élite de la France. Et c'est faux, hein. C'est ça qui est absolument magique, c'est que non seulement c'est faux, mais en plus, ça pose tout de suite cette putain de foutue culture de l'élitisme dans ces milieux-là. On vous fait croire que vous êtes un génie, alors que c'est faux. Et franchement, de mémoire, dans cette classe, je ne sais pas s'il y a des élèves qui y ont cru, mais s'il y en a qui y ont cru, vraiment, ils étaient très 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 minoritaires. On est vraiment... Dans ma classe, voilà, globalement, on avait tous la tête sur les épaules, dans le sens il fallait pas gratter une allumette pour qu'on se prenne pour des cadors ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, on était humbles. Merci. Je cherchais le mot. On était des gens humbles. Voilà. Et donc, pour la plupart d'entre nous, quand on a entendu ça, voilà. Intérieurement, c'était plutôt quoi. mais vous dites n'importe quoi. Voilà.
aurait tous dû se lever de nos chaises et se barrer quand cette phrase a été prononcée. Vraiment, la réaction saine qui aurait dû se produire si on n'avait pas tous été biberonnés à l'obéissance et à une culture vraiment malsaine de beaucoup de choses. On aurait, en vrai, une réaction saine, ça aurait été la fin de cette phrase est prononcée. On attend 5 secondes pour voir si quelqu'un, une voix va s'élever, quelque chose. Ou si la personne, le prof qui a prononcé cette phrase, enfin la prof qui a prononcé cette phrase va se mettre à partir en fou rire en disant ah mais non c'est une blague, ah c'était une blague, ben non. et là on va se dire ah quelle était bonne cette blague. Et puis voilà, mais non, voilà. Donc on aurait dû attendre 5 secondes et que quand évidemment on aurait réalisé que c'était pas du tout une blague, mais c'était malheureusement très sérieux, on aurait dû tous se lever et dire vous êtes des grands malades. On reste pas une seconde de plus dans cet établissement et prendre nos petits sacs à dos. Voilà. À l'époque, t'étais cool les classes quand t'avais un Eastpak. Moi, j'avais pas de Eastpak. mais on m'en a jamais tenu rigueur parce que vraiment, et c'est ça qui est fou, mais qui était chouette, il y avait beaucoup de bienveillance entre nous, entre élèves. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des connasses et des connards, mais ils étaient plutôt, vraiment, ils étaient minoritaires. La majorité était dans l'entraide et dans la bienveillance. Et dans le... De toute façon, on est tellement dans la merde que, allez, on va se le dire et puis on va se soutenir comme on peut. Voilà. Ça, c'était l'aspect plutôt chouette quand même. Mais voilà, en tout cas, personne ne s'est levé. On est tous restés assis et on a tous accepté de rester, quoi. Et ça non plus, c'était pas normal psychologiquement, c'était pas normal d'accepter ça. Mais on a tous accepté de rester. Et à quelques rarissimes exceptions, au nombre de une, à la fin de la première année, il y a un mec, c'était le plus équilibré psychologiquement de nous tous. À la fin de la première année, le mec a dit à son groupe de potes, et moi j'étais pas loin quand ça s'est produit, il a dit non mais c'est n'importe quoi. Je me barre et je vais aller faire de la plomberie. Je vais monter ma boîte et je serai heureux. Et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Moi, je me souviens que j'ai voulu le faire, mais que je n'ai pas pu le faire. Bon, moi, je voulais pas me barrer en plomberie. Je voulais me barrer dans ce que je voulais faire déjà depuis 1 an, mais quand j'en étais empêchée. Et je n'ai pas pu. Voilà, je n'ai pas pu. Du coup, j'ai dû re-signer pour une 2e année. Donc voilà, à l'exception de ce gars-là, qui a eu l'équilibre mental, l'instinct de survie, le recul, l'esprit critique, enfin bref, je sais pas, il a fait ce qu'on aurait tous dû faire. Voilà. Il s'est barré au bout d'une année. Et je sais pas ce qu'il est devenu, mais je suis sûre qu'il a bien fait. ça c'est sûr. Donc voilà, on vous accueille en vous disant que vous êtes l'élite de la France, on vous le dit très sérieusement. Et ensuite, on vous écroule. Voilà, pas complètement, parce que sinon vous vous barrez. Donc on vous fait peser sur les épaules une quantité astronomique de travail. C'est-à-dire que
le, je veux pas dire le niveau est élevé, parce que, comment je peux dire ça? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un gros contraste entre euh, le niveau de difficulté de ce qu'on nous demande de comprendre et d'apprendre en terminale et, euh, le niveau de difficulté du contenu des cours, en tout cas en classe préparatoire littéraire. Il y a vraiment un très 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 gros écart dans le niveau de difficulté, dans le niveau de complexité, dans le temps que ça demanderait. Enfin, ça demande en fait. Le contenu des cours est tellement ardu, la complexité est tellement grande. Ouais, l'effet de contraste, il est vraiment très grand entre la terminale et ça. Donc le contenu des cours est vraiment très exigeant en attention, en concentration, en prise de notes. C'est vraiment c'est épuisant. C'est à l'échelle d'une journée, c'est épuisant. À l'échelle d'une semaine, c'est épuisant. Et on était tous, mais vraiment dans des états mais déplorables. Vraiment, au bout de 2 années. Mais tous, tous, tous. Euh, entre si on nous avait pris, si on nous avait, je sais pas, pris en photo, scanné de l'intérieur, ça n'existe pas, mais le premier jour de notre première année, et si ensuite on nous avait fait un bilan physique et psychologique à la fin de la deuxième année, mais on était dans des états, mais ouais, ouais, on était je cherche le qualificatif. On n'était pas détruits, mais ils nous avaient bien ramassé. Vraiment, on s'est tous fait ramasser méchants, quoi. On était dans des états déplorables physiquement et psychologiquement. C'était moche, quoi. Ce qu'ils ont fait de nous en 2 années, c'était moche. C'était très très moche. Voilà, on nous a poussés au sacrifice, AUX, et au sacrifice évidemment avec un S. On nous a poussés au sacrifice. Et ensuite on nous a jetés sur le bord de la route. Et on nous a même pas servi un verre d'eau et on nous a même pas souhaité bonne chance, quoi. Ouais, non, on était tous dans des états déplorables après les 2 années, quoi. Voilà, donc du coup, ce sont 2 années pendant lesquelles c'est du gavage d'oie. On est traité comme des animaux dans le sens comme des animaux des animaux d'élevage qu'on gave. Voilà, on vous gave, on vous sature, on vous gave d'informations pendant de 8h à 18h. Voilà, moins 1h30 de pause déj. On vous gave d'infos, donc comme on enchaîne, à chaque fois c'est des plages horaires de 2 heures de cours. Donc on enchaîne en fait. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et c'est du gavage, donc 4 heures et 4 heures. Donc il n'y a pas le temps de digérer les infos, il n'y a pas le temps de se les approprier, il n'y a pas le temps de prendre du recul, il y a encore moins le temps. En fait, ça vous enlève la possibilité de développer et de faire preuve d'un esprit critique
au bon sens du terme, hein, pas critique, je critique tout ce qui passe, mais l'esprit critique. Ça vous enlève la possibilité, vraiment, de faire preuve d'esprit critique. Parce que, un, on t'en laisse pas le temps, et deux, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. C'était très clair pour la quasi-totalité des enseignants, la quasi, parce que j'ai eu la chance, quand même, d'avoir des enseignants, certains enseignants, absolument, c'était des bugs dans la matrice des anomalies, mais des gens qui, du coup, ont été des bouffées de respiration. Non, c'est pas possible, parce qu'il faut pas pousser, mais... Ils allégeaient, ouais, voilà, ils allégeaient certaines choses. En tout cas, voilà, malgré à quelques exceptions, la grande majorité des enseignants ne voulaient pas qu'on fasse preuve d'esprit critique. Voilà. Et qui voulaient qu'on maîtrise par cœur les informations dont ils nous gavaient. Donc on était vraiment traités comme... J'ai cette image-là pour ceux qui ont vu le film, mais je crois que c'est dans le 1, ouais, c'est dans le Matrix 1. il y a Neo qu'on met sur un espèce de fauteuil qu'on peut allonger, et on lui branche une espèce de prise dans le cou, et pendant des heures et des heures, on lui injecte des programmes, des connaissances, des informations, et quand voilà, et à la fin des heures et des heures, on le débranche et il ouvre les yeux, et c'est bon, quoi, il a enregistré toute l'info, et il maîtrise toute l'info. Et dans Matrix, ça fait trop rêver, on fait putain, c'est génial, c'est extraordinaire et tout. Bon, en prépa, pas tout à fait ça. Mais je prends cette image-là parce que c'est vraiment le parallèle, on peut le faire, quoi. C'est de 8h jusqu'à 18h, on vous balance des infos et on attend de vous que vous reteniez tout ça. Et en plus, on vous donne du taf, hein, on vous donne des... Comment on appelait ça à l'époque? Bon, bref, c'est l'équivalent, on vous donne des DM. Alors, c'est pas les DM d'Insta. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, après, n'étant pas sur Insta, moi-même, j'ai cru comprendre que les DM, c'était des espèces de... Enfin, voilà, je sais pas, c'est le message de Messenger, je crois bien. Putain, je suis pas sur Instagram. Ça me fait du bien. J'ai essayé hein, pour voir ce que c'était. Hein. J'ai fui en une journée, même pas. Je crois j'ai fui en une demi-journée. Je me suis dit, oh putain, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça va pas me convenir du tout. Voilà, donc c'est pas un jugement d'Instagram, hein, c'est juste, on n'est pas Instagram et moi, on n'est pas compatibles. On n'est pas raccord. Voilà, c'est tout. Et ça va dans les deux sens. Insta a refusé, n'a pas du tout aimé ma façon de... Enfin, on s'est pas aimé mutuellement. Voilà. C'est comme ça. Bref. Donc, voilà, on vous gave d'informations pendant une journée complète et on vous demande de retenir, d'apprendre par cœur et de lire, c'est ça, parce qu'en plus des cours, on vous donne des lectures, on vous donne des livres d'une complexité sans nom et qui sont, on va dire, pas inintéressants, hein, pas du tout, mais on vous donne des livres pour compléter, bah oui, parce qu'on en manquait tellement, pour compléter ce qu'on nous transmettait en cours. Donc il fallait lire ces livres, il fallait les annoter, il fallait les ficher, donc il fallait prendre des notes, et il fallait apprendre, c'est-à-dire qu'on exigeait de nous que non seulement on ait retenu et ingéré tout le contenu des cours, mais qu'en plus
on ait ingéré le contenu des livres, donc d'un niveau de complexité vraiment important. Il fallait qu'on ait ingéré tout ça. Et ils s'attendaient dans leur forme de folie, dans leur déconnexion totale avec tellement de choses, avec la réalité d'un adolescent de cet âge-là, avec dans le... c'est à la fois un mélange dans le déni et le mépris le plus complet de nos santé et de nos équilibres. Dans cette forme de voilà, dans cette forme de folie, ils attendaient de nous à la fois qu'on soit gavé d'informations et en même temps qu'on soit tellement des génies que on puisse être dans un tel niveau de maîtrise et de recul et de soi-disant esprit critique, alors qu'en fait ça n'en est pas, mais dans leur conception des choses, c'est comme ça qu'ils le voient, qu'on puisse donc faire des dissertations, parce qu'on nous demandait longueur de temps de faire des dissertations, de rendre des dissertations, je n'en pouvais plus, je ne peux plus voir une dissertation. Bref. On nous demandait un niveau de maîtrise qui était irréaliste et irréalisable et qui confinait au surréalisme, vraiment. Mais c'est quand même ce qu'on attendait de nous. On attendait ça de nous, qu'on soit dans un niveau de maîtrise et de sujet. Ah oui, ça faut peut-être que je le dise, parce que en Hippocagne-Cagne, on avait des cours de français, de lettres, on avait des cours de langue au pluriel, j'avais des cours d'anglais, j'avais des cours d'allemand, grand Dieu. Ça par contre, j'ai envoyé ça chier à la fin de la première année, j'ai dit non mais là ça suffit. Mais j'avais quand même des cours d'allemand, on avait des cours de latin, on avait des cours de philo, on avait des cours d'histoire, on avait des cours de géo, on avait des cours de... comment ça s'appelait ça, putain, de logique. Et je sais que j'en oublie au moins 2. Tout ça pour dire que du coup on attendait de nous qu'on soit dans un niveau de maîtrise des connaissances et de prise de recul sur ces connaissances, mais dans chacune de ces matières. Alors on n'avait pas de dissertation en langue, mais on nous demandait des exercices de traduction. Mais vraiment, le niveau, il était fou, il était aberrant. Mais c'était quand même ce qu'on nous demandait. Donc on nous demandait d'être dans des niveaux intellectuels qui étaient impossibles à fournir. Et comme du coup, évidemment, on ne le fournissait pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, et on était quasiment toutes, dans des notations basses. C'est-à-dire qu'on était très habitués à des notes qui allaient entre, 8 et 12, quoi. Bon, donc il y avait un système de notation qui faisait que vous aviez l'impression d'être... si vous n'aviez pas une chouillette de recul, d'être nul en fait. Alors que le niveau exigé, attendu, était fou, mais vraiment était fou, là au sens premier du terme. Mais évidemment, ce niveau d'exigence, à ma connaissance en tout cas, pendant les 2 années où j'y étais, et ensuite aussi par la suite, n'a pas été remis en question, quoi. Et oui, la folie, j'hésite entre rarement ou jamais, mais comme je vais aller au niveau des probabilités,
On va pencher pour jamais. La folie n'est jamais remise en question de l'intérieur. C'est le principe de la folie d'ailleurs. Quand t'es allé trop loin dedans, c'est plus toi qui peux t'en extraire. Et des fois, il y a juste plus d'extraction possible. Ça va jusqu'au bout. Bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc j'ai vu des gens s'écrouler d'inanition. Un rire nerveux là. J'ai vu des gens s'écrouler d'inanition en cours, au fur et à mesure où l'année avançait. Je m'en souviens, j'ai le souvenir devant les yeux. Je me souviens d'une nana que j'aimais bien, d'ailleurs. Je crois qu'elle s'appelait Clotilde. Qui faisait partie... Alors elle était en internat, donc je pense que franchement, quand tu étais en internat, voilà, c'était encore pire, quoi. D'ailleurs, tiens, au passage, cette CPE... La CPE pouvait pas me... Elle m'aimait pas du tout. Elle avait bien compris que je freinais des deux fers, elle avait bien compris que je faisais tout ce que je pouvais pour, on va dire, donner suffisamment le change pour pas qu'on me fasse trop chier. Mais que clairement, j'appuyais pas sur l'accélérateur. Et elle me détestait pour ça. Et cette CPE, un jour, a appelé mon père pour lui dire « Mais ça va pas du tout, votre fille, il faut absolument qu'elle intègre l'internat. » Dont elle était chef. Elle était chef d'internat, cette nana, la CPE. Donc elle a appelé mon père pour lui dire « Votre fille, elle bosse pas assez. Elle a un appartement, ça va pas du tout. Il faut absolument la mettre en internat. Il n'y a que comme ça qu'elle se mettra à bosser. Et comme je suis chef de l'internat, je pourrais m'en occuper. » Et une tarée, je vous dis, une tarée. Et là, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit de mon père, mais je pense que la grâce est tombée sur son crâne, mais vraiment, elle est tombée dessus, dedans. Je pense qu'il a, lui, je sais pas, voilà, il a connu un moment de, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour le coup, il a connu un moment d'incohérence avec lui-même, mais qui m'a sauvé la vie. Et il lui a dit non. Moi, j'ai toujours pas compris. Vraiment, quand j'ai eu vent de cette histoire, que mon père m'a dit qu'il avait dit non, j'ai eu une réaction de sidération. J'ai évidemment pas moufté. Oh, il aurait fallu pas, voilà, fallait pas lui donner des envies, mais intérieurement, je me suis dit, mais pourquoi t'as dit non? D'habitude, c'est pas comme ça que tu raisonnes. Mais bref. C'était pour vous donner un éclairage, par exemple, sur le niveau de... Aujourd'hui, on dirait le niveau de dinguerie, mais ce serait pas suffisamment... je sais pas. Enfin, voilà, pour vous donner le niveau de folie et de sadisme dans lequel ces lieux-là peuvent aller. En tout cas, cette CPE vis-à-vis de moi était vraiment avec des intentions désastreuses au premier sens du terme et destructrices, enfin des intentions. Heureusement, elle n'en a jamais eu les moyens. Mais voilà, pour vous dire ce sont des milieux dans lesquels il y a des gens, pas le seul, mais où il y a des gens qui sont ouvertement destructeurs, qui poussent les élèves dans des formes de destruction. Un prof d'histoire, en première année, qui est le pire prof d'histoire que j'ai jamais connu de toute ma life.